Voilà. Donc, on s'était arrêté sur la molécule d'urée où on avait terminé par cette variation de la charge en fonction de l'angle dièdre, c'est-à-dire en fonction de la variation de la géométrie de votre molécule. Et je vous avais dit, enfin, le calcul nous disait que la charge ne variait pas en fonction de l'angle. Et je vous avais dit qu'au final, en fait, on aurait pu le prévoir très simplement avec une simple analyse du système pi de notre molécule. D'accord? Donc je suis peut-être allé un peu vite. Bon, tout le monde a fait des systèmes pi déjà? Bon, il y en a, je sais que oui. Est-ce que tout le monde a fait les systèmes pi? Oui. Alors, je suis allé un peu vite, pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a 4 atomes qui participent au système pi. Donc si j'ai 4 atomes qui participent au système pi pour mettre 6 électrons, donc forcément, je ne vais peupler que des liantes et des non-liantes. Je me suis dit après coup, ouais, je suis peut-être allé un petit peu vite quand j'ai expliqué ça. Simplement, c'est basé sur quoi? Ben, vous avez autant d'orbitales moléculaires que d'orbitales atomiques. Donc si chaque atome participe par une orbitale atomique, vous avez autant d'orbitales moléculaires. Donc j'ai 4 orbitales atomiques, donc 4 orbitales moléculaires. Maintenant, quand j'ai 4 orbitales moléculaires, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand je fais mes interactions, soit j'ai des liantes. Donc si j'ai des liantes, je crée automatiquement une antiliante. D'accord? Donc si j'ai une orbitale liante, j'ai une orbitale antiliante. Si j'ai 2 orbitales liantes, j'ai 2 orbitales antiliantes. Ok? Là, j'ai un système qui a 6 électrons, pi, et jusqu'à preuve du contraire, l'urée est une molécule qui est stable. D'accord? Donc, du coup, si c'est une molécule qui est stable, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si j'ai une liante, j'ai une antiliante. Et donc, les 2 orbitales qui me restent au milieu ne peuvent pas être liantes et antiliantes, donc elles sont forcément non liantes. Donc, dans mon système, je vais me retrouver avec une orbitale liante. L'orbitale liante, ça va être laquelle? Réveillez-vous, sinon ça va être une blague quand même. Qu'est-ce qui va être l'orbitale liante du système pi de l'urée? Pas besoin d'avoir fait grand chose. Je veux dire, la structure de Lewis, ma fille qui est en seconde, elle le trouve. Il y a une double liaison CO. Quand je vous dis que c'est facile, c'est vraiment facile. Il y a une double liaison CO. Donc si j'ai une double liaison CO, ça veut dire que j'ai une pi CO et j'ai une pi étoile CO. D'accord? Donc mes doubles liaisons sont localisées sur CO, ce qui veut dire que mes doublés pi sur les azotes sont chacun localisés sur un azote et ne se délocalisent pas. Donc mes 2 orbitales qui restent au milieu sont dégénérées en énergie. Ça on ne peut pas le savoir avant, mais elles sont dégénérées et elles sont non liantes. Ce sont les 2 doublés libres que vous avez sur vos azotes. Donc vos azotes ne se délocalisent pas sur le CO. Donc forcément, les charges que vous calculez, quelle que soit la géométrie, doivent être les mêmes puisque je n'ai pas de délocalisation. Et en changeant le dièdre, la seule chose que je fais, c'est éventuellement de modifier la délocalisation. Ok? Bon. Donc juste rapidement pour continuer sur l'urée. Donc ici, ça ressemble à ce que je vous ai mis la semaine dernière, sauf qu'on a changé de méthode de calcul. On utilise la DFT dans ce calcul-là. Peu importe, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas ça qui est important. Simplement, ce que je vous rappelle, c'est que la semaine dernière, la DFT, c'était la seule méthode qui vous permettait d'avoir la charge, vous vous souvenez, sur l'oxygène, avec une bonne base, qui était plus grande que la charge sur les azotes. D'accord? Donc simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que la variation en fonction de l'angle dièdre est bien évidemment indépendante de la méthode de calcul que vous allez utiliser. D'accord? Donc, sans rentrer dans la précision, dans la valeur des charges, mais vous voyez que la variation, donc la non-variation des charges en fonction de l'angle dièdre, elle est la même quelle que soit la méthode de calcul que vous allez utiliser. Et le résultat va être effectivement le même, quelle que soit la méthode de calcul et quelle que soit la géométrie de votre molécule. D'accord? Donc ça, je répète, c'est relativement intéressant puisque je vous rappelle que notre but ici, c'est de transférer des charges à un champ de force. D'accord? Alors, pour ceux qui font modélisation, vous faites des calculs de charge, puisque vous avez commencé les TPM, donc vous avez des calculs de charge, vous avez les Mulliken, etc., donc vous les avez vus. Donc les charges, en fait, proviennent d'un calcul. Mais ce qui va intéresser tous les autres pour la modélisation de systèmes d'intérêt biologique, ça va être essentiellement d'avoir des paramètres qui vont vous permettre de faire le calcul du repliement de votre protéine ou de n'importe quoi à partir d'un champ de force et donc d'avoir des paramètres qui soient transférables. C'est la propriété la plus importante. D'accord? Donc,
Là, c'était un exemple. Vous pouvez me dire, ok, c'est très difficile de généraliser à partir d'un exemple, et vous avez raison. Donc, on va essayer de prendre d'autres types d'exemples, d'autres types de molécules, et on va essayer de regarder chaque fois les mêmes choses, les variations en fonction de la base, les variations en fonction de la méthode, et les variations en fonction de l'agent. Donc, j'étais parti sur la molécule d'urée, qui était une molécule peut-être un petit peu, entre guillemets, compliquée par sa structure électronique. Et donc là, je vous montre une autre molécule qui, cette fois-ci, est beaucoup plus simple. C'est un propionitrile. Donc on a quoi? Ici on a un groupement propyle, enfin, on a un groupement qui est un éthyle ici, et en fait on a le groupement nitrile, c'est triple liaison. D'accord? Donc pourquoi c'est très simple? Parce que là-dedans j'ai un hétéro-élément, l'azote, et je n'ai que des carbones et des hydrogènes. D'accord? Donc par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière sur les différentes électronégativités, carbone et hydrogène, même électronégativité. Par contre, l'azote beaucoup plus électronégatif, et cette fois-ci il fait une triple liaison avec ce carbone ici. Donc certainement que le carbone qui est lié à l'azote va avoir peut-être une propriété particulière. Il y a des chances qu'il ait une propriété particulière. Par contre, tous les autres, ce sont des carbones qui sont parfaitement aliphatiques. D'accord? Donc eux ne doivent pas avoir de propriété particulière. Donc, même processus que la semaine dernière, on va commencer par la méthode Hartree-Fock, peu importe, et on va regarder les variations et les charges qu'on a obtenues en fonction de la base qui a été utilisée. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, les variations, finalement, n'étaient pas si importantes que ça en fonction de la base quand on faisait la molécule d'urée. D'accord? Vous avez dit, finalement, dans cette molécule-là, la dépendance en fonction de la base est très faible. Bon, là, par contre, vous vous rendez compte que la dépendance en fonction de la base est beaucoup plus importante. Plus la base est petite, donc la base petite, c'est le bleu foncé, là, et plus la base... Alors, c'est là où ça devient intéressant. Plus la base change, plus les variations deviennent erratiques. Ça devient chaotique. On n'a pas une variation, on n'a pas une progression qui est linéaire. On n'a pas notre charge qui est trop petite avec une petite base, et plus la base va grandir, plus notre charge va s'agrandir. On n'a pas ça. On a une certaine charge. Si j'augmente la charge, si j'augmente un tout petit peu la base, elle devient plus grande. Si je la augmente encore un peu, elle devient plus petite. Et si je l'augmente encore, elle redevient plus petite. Donc on avait vraiment une variation qui est une variation non monotone de notre charge. D'accord? Donc la gamme de variation de la charge, c'est de l'ordre de 0,2 à 0,3 unités de charge. Ce qui est beaucoup. D'accord? Ensuite, si je regarde un peu plus en détail, donc ici avec la numérotation, il y a quand même quelque chose qui doit vous frapper tout de suite. Donc ici, on va prendre avec la méthode Mulliken. Ici, vous avez la numérotation des atomes. Azote, c'est 1, 2, 3, les hydrogènes 4 et 5, carbone 6, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des charges? On a un carbone, alors déjà première des choses, oui, vous avez raison, on a un carbone qui est plus chargé négativement qu'un azote. Okay. Et deuxième chose, vous vous apercevez que dans votre molécule, en fait, vous avez 3 atomes qui sont chargés négativement. D'accord? Tous les autres vont être, je ne dis pas de bêtises, hein, 3 qui sont chargés négativement, tous les autres vont être chargés positivement. Ok? Est-ce que ça a du sens? L'azote, ok. Azote chargé négativement, on est tous d'accord, l'atome le plus électronégatif. On revient toujours sur la même chose, donc ça c'est raisonnable. Mais pourquoi le carbone 3 et le carbone 6 sont tous les deux chargés négativement? Alors, oui, c'est vrai, vous avez raison, les hydrogènes sont chargés positivement. Mais la question qu'on va se poser, c'est toujours pareil, hein, c'est pourquoi est-ce que les hydrogènes sont finalement chargés positivement parce que mes carbones sont chargés négativement?
Où est-ce que les carbones sont chargés négativement? Parce que mes hydrogènes sont chargés positivement. Vous avez raison, effectivement, ils sont négatifs parce que du coup j'ai des hydrogènes qui sont positifs. Bon, à la fin, on peut dire aussi, je sais que la charge totale de ma molécule c'est 0, donc il va bien falloir se débrouiller pour que j'ai une charge totale qui devienne 0. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Oui, 2 secondes, après je vous laisse parler. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la méthode de Mulliken. La méthode de Mulliken, tout ce qu'elle fait en théorie, c'est de partager les électrons dans les liaisons. D'accord? Donc allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire que l'azote peut-être qu'il tirait plus la densité électronique. Du coup, ça déplaçait un peu les électrons vers la liaison 1-2. Du coup, ce qui montre que le froid peut être chargé négativement. Alors, effectivement, l'azote va tirer les électrons. Donc votre 2 va se retrouver chargé positivement. On est d'accord. Par contre, est-ce que le fait de tirer la densité électronique, ça va se ressentir, c'est ce que vous êtes en train de dire, ça va se ressentir sur les carbones adjacents? Comment ça s'appellerait ça? Si effectivement mon azote tire les électrons, et finalement derrière, mon carbone se retrouve chargé très positivement, je suis d'accord. Et derrière, du coup, ça perturbe le système, donc l'éthyle qui est derrière, en faisant quelque chose, donc en attirant la densité électronique, si je comprends bien ce que vous voulez dire, en attirant la densité électronique, finalement vers le carbone 2. Alors, serait un effet inductif? Oui. Serait un effet inductif attracteur de l'azote qui aurait une répercussion sur l'effet inductif donneur de votre complexe, de votre groupe éthyle. D'accord? Donc je vous rappelle que le carbone a un effet inductif donneur, c'est-à-dire que s'il y a un manque de la densité, il va augmenter la densité électronique que vous allez avoir. Du coup, c'est l'azote qui va en profiter. Oui, mais admettons qu'il y ait un effet inductif, un effet, etc., un effet attractif, on va dire, on va le généraliser. Cet effet attractif de l'azote qui va modifier ses charges, etc., etc. Qu'est-ce que ça implique sur nos liaisons? Alors j'insiste, vous avez peut-être l'impression que je pinaille sur pas grand-chose, mais ça c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Si vous prenez une molécule, on va prendre un truc, je vais prendre un exemple très simple. Vous prenez un lipide. D'accord? Donc un lipide, il a une tête polaire, en général, et ensuite il a toute une chaîne carbonée. La tête polaire, en général, on dit qu'elle est... Bipolaire. La tête polaire est polaire. Oui, là je suis d'accord. Jusque-là, la tête polaire, elle est polaire. Donc par rapport à l'eau, elle est hydrophile. Par contre, la chaîne carbonée, elle est hydrophobe. Et ça, c'est basé sur quoi? Sur la polarité. Justement, là, vous pouvez l'utiliser. Hein. Puisque c'est polaire en haut, ça va faire des liaisons hydrogènes avec la molécule d'eau où la liaison OH est polarisée. Par contre, la chaîne carbonée, qui est hydrophobe, ne va pas faire d'interaction spécifique parce que mes liaisons CH ne sont pas polarisées. D'accord? Ou très peu polarisées. Il y a des effets qui sont d'autres effets, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Alors maintenant, imaginez, j'ai une tête polaire et j'ai une chaîne carbonée. Je pousse loin, hein. C'est pas un modèle de lipide. Hein. N'allez pas dire à Franck que j'ai dit que c'était un modèle de lipide. Il va l'entendre. C'est pas un modèle de lipide. Mais quelque part, j'ai bien une tête polaire et une chaîne carbonée. D'accord? Donc maintenant, imaginez simplement que vous preniez les charges qu'on a à gauche et que vous mettiez ça pour véritablement représenter un lipide. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe là? Puisque j'ai un carbone qui est négatif et des hydrogènes qui sont positifs, elles sont comment mes liaisons? Elles sont polarisées. Du coup, si je crée des liaisons polarisées sur ma chaîne aliphatique, sur ma chaîne carbonée, qu'est-ce que je vais faire? Artificiellement, je vais rendre ma chaîne
hydrophile. Donc si vous faites une modélisation avec des charges où vous êtes censé avoir une chaîne hydrophobe et bizarrement elle attire l'eau, pas ce que vous pouvez prendre votre modélisation et la mettre à la poubelle parce qu'elle n'aura strictement aucun sens. D'accord? Donc effectivement, je suis d'accord qu'on a une tête polaire. Ok. Mais cette tête polaire ne peut perturber, je suis d'accord, un petit peu la chaîne ici parce qu'elle n'est pas très grande. Mais ceci étant, vous ne pouvez pas avoir des charges aussi négatives que celles que vous avez ici. Et en particulier sur le carbone bêta, c'est-à-dire le carbone 6, où vous avez une charge qui est même plus grande que la charge portée par l'azote. Ça deviendrait intéressant, ça veut dire que du coup, votre tête polaire, ça serait le CH3 final. Je pense qu'on peut gagner un prix Nobel sur un truc comme ça. Ou être pris pour un imbécile, ce qui est certainement la deuxième solution. Ok? Donc là, au-delà de la simple problématique de l'effet de la base, vous avez aussi un vrai problème sur la polarisation de la partie éthyle qui, finalement, n'est pas très correcte. Alors, pourquoi on obtient ça? C'est comme vous l'avez dit, effectivement, le système se débrouille, comme on a un azote chargé très négativement, un carbone ici chargé très positivement. Quand il fait le calcul entre les deux charges ne se compensant pas exactement, il est obligé de mettre des charges négatives et positives sur tout le reste à côté. D'accord? Donc le vrai problème, il est où? Le vrai problème, il est que la charge négative ici de l'azote n'est pas compensée par la charge positive que vous avez sur le carbone 2. Si vous les compensez exactement, tout le reste va se retrouver cohérent. Ok? Bon. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mulliken n'est pas particulièrement adapté à ce cas-là. Ok, mais bon, Mulliken, je vous l'avais dit dès le départ, il y avait quand même pas mal de choses qui nous tendaient à nous faire penser que cette méthode n'était pas la meilleure. Donc on va changer, on va passer par le potentiel électrostatique. Donc le potentiel électrostatique, je vous rappelle, c'est la réponse de la molécule à une charge. Donc là, quand j'ai une molécule aussi simple que le propionitrile, je me dis que la réponse à une charge, ça doit être relativement précis, puisque je n'ai que la partie CN qui est polaire. Alors, première des choses, vous apercevez, par rapport à la base, vous apercevez que la dépendance en fonction de la base est très faible. Ok? Mais ça, c'est la même chose que la fois précédente, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, si vous regardez un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau des charges, vous apercevez quand même que vous avez une variation qui ressemble à la variation que vous aviez en Mulliken. C'est-à-dire qu'on retrouve à nouveau notre azote en négatif. Ça va. Mais par contre, on retrouve effectivement le carbone 3 et le carbone 6, tous les deux chargés négativement. Ceci étant, cette fois-ci, on trouve que c'est bien l'azote qui est le plus chargé négativement. Ça va. Et les carbones 3 et 6, finalement, sont moins chargés négativement, mais sont juste chargés négativement de manière à contrebalancer la charge positive que vous avez sur les hydrogènes. Alors, c'est pas plus correct que le précédent. Alors, c'est un peu plus correct dans le sens où j'ai bien mon azote qui est chargé négativement, mais c'est pas plus correct que le Mulliken, puisque si vous regardez la charge que vous avez sur le carbone 2, vous voyez qu'elle est positive, mais qu'elle ne compense pas à nouveau la charge négative que vous avez sur l'azote. D'accord? Elle ne la compense pas exactement. On est assez proche de la compenser, mais ce n'est pas exact. Et donc, du coup, vous avez une petite polarisation qui apparaît. Alors, bien évidemment, la polarisation est beaucoup moins forte que celle que vous aviez à Mulliken, mais vous avez quand même une polarisation du groupement utile. D'accord? Donc, étonnamment, même avec simplement une charge, et la perturbation par une charge, les charges extérieures, les charges que vous obtenez sur le propionitrile sont finalement pas complètement correctes. Du coup, il ne nous en reste plus qu'un dans les trois méthodes que je vous ai proposées, ce qui est la méthode AIM. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous donne la méthode AIM? Qu'est-ce qu'on remarque immédiatement? Vous apercevez que vous avez ici
votre azote très fortement négatif. Ensuite, vous avez votre carbone positif et tous les autres, en fait, carbone et hydrogène, sont quasiment neutres. D'accord? Alors, il y a des petites fluctuations, je suis d'accord, mais vous êtes autour de zéro. Ok? Donc, en fait, la méthode AIM, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, elle vous dit simplement, ben, vous avez une tête polaire et le reste est complètement hydrophobe, c'est-à-dire que les charges que vous avez sont quasiment zéro, c'est-à-dire que toutes les liaisons que vous avez dans l'éthyle sont des liaisons qui sont covalentes. D'accord? De même, hein, la dépendance en fonction. Alors, oubliez ce point ici en bleu, là, parce que je pense que c'est celui-là qui vous pose problème. Ce point en bleu ici qu'il y a là, c'est avec la base la plus petite. Donc, ce point-là, en fait, est erratique par rapport à tous les autres. Tous les autres, vous apercevez que vous n'avez quasiment pas de variation en fonction de la base. Il n'y a que ce point-là, sur le carbone 6, qui est légèrement erroné, associé à une base qui est trop petite. Peu importe, c'est pas très important. D'accord? Mais ce qui est vraiment fondamental ici, c'est que ben, les fluctuations que vous avez sur cette partie-là, les charges que vous avez, oscillent entre autour de zéro pour la partie qui est la partie aliphatique, et vous avez une forte charge négative sur l'azote et une forte charge positive sur le carbone, comme vous l'attendez quand vous écrivez la structure de Lewis d'une molécule comme le propionate. Alors, tout à l'heure, quand on a fait l'urée, sans rentrer dans le détail, la DFT marchait mieux que Artifoc. Donc là, on se dit, ben, peut-être que, finalement, Mulliken avec la DFT, ça va marcher mieux. Bon, la réponse est non. Ça ne marche pas mieux. D'accord? Vous regardez, alors les variations, ça devient de pire en pire. Pourquoi? Ben, si vous augmentez la taille de la base, vous apercevez que votre carbone numéro 6 devient plus chargé négativement. Et il devient de plus en plus chargé négativement par rapport à l'azote. Donc du coup, Mulliken est complètement erroné pour cette analyse-là, quelle que soit la méthode de calcul que vous allez utiliser. D'accord? Donc c'est indépendant de la méthode de calcul, et malheureusement c'est indépendant de la base. Quand maintenant je passe au potentiel électrostatique, mais pour le potentiel électrostatique, alors là il faut regarder un peu plus finement, on a l'impression qu'il n'y a pas de variation en fonction de la base, c'est assez vrai, sauf que si vous allez regarder la partie marron ici, obtenue avec la meilleure base, ben vous apercevez en fait que là vous rendez le carbone 3 autour de 0. Alors il y a toujours un problème avec le carbone numéro 6, mais vous avez ici la réponse du carbone 3, c'est 3, je sais plus, 3, qui devient un peu meilleure, et vous avez, on retrouve quand même la signature de la variation de charge qu'on avait avec l'autre méthode, sauf qu'on a une toute petite amélioration, donc le potentiel électrostatique a l'air de marcher un tout petit peu mieux quand j'ai une autre méthode de calcul que la méthode Artifoc, mais il n'empêche que j'ai toujours ce problème avec mon carbone 6 qui est chargé négativement. Et maintenant, si je regarde la méthode AIM qui fonctionnait déjà précédemment, ben, ça ne change pas grand-chose. Les valeurs absolues changent, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à la variation de vos charges. Et donc, on retrouve bien ces charges autour de 0 et une forte polarisation de la liaison C. Ok? Donc là, si je devais choisir, qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais que les charges provenant d'un calcul AIM sont certainement les charges qu'il faut utiliser. D'accord? Donc c'est quelle que soit la méthode de calcul à partir desquelles elles ont été extraites. Très bien. Bon. Donc maintenant, la variation en fonction de la géométrie. Toujours pareil, comme on avait fait dans la molécule d'urée. On fait la même chose ici, on fait varier l'angle dièdre dans notre propionitrile. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, comme pour la molécule d'urée, je n'ai aucune influence de la géométrie que j'obtiens, que j'ai pour le calcul de mes charges. Donc mes charges sont totalement indépendantes de la géométrie, ce qui signifie qu'à Mulliken, elles sont toujours aussi fausses. En potentiel électrostatique, un peu moins fausse, mais fausse, et avec la méthode AIM, quel que soit l'angle dièdre, vous avez les mêmes variations et donc les mêmes charges. Ok? Donc, c'est pas la géométrie qui change, bien évidemment. Pourquoi? Ben, vous pouvez tourner votre angle dièdre. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez changer l'angle dièdre?
a pas de conjugaison. Hein. Votre molécule, la triple liaison, elle est localisée entre le carbone et l'azote. Donc vous pouvez tourner votre molécule, il ne va rien se passer. Et donc du coup, on ne s'attend pas effectivement à avoir de fortes modifications. Alors il y aurait un peu d'hyperconjugaison, mais du coup, l'hyperconjugaison étant tellement faible, ça ne vous donne pas grand-chose. Donc, techniquement, on est en train de dire que si j'ai une molécule, a priori avec une tête polaire, seule la méthode AIM est capable de vous donner des charges qui peuvent avoir un sens. Bon, pareil en fonction de la méthode, mais ça je vais passer puisque vous avez vu qu'en fonction de la, on a vu qu'en fonction de la méthode, ça ne changeait pas. Ok, bon. Donc là on a fait deux molécules qui n'étaient pas trop difficiles. L'urée et le propionitrile. Donc maintenant on va s'intéresser à une molécule, pas très compliquée, hein, mais juste un tout petit peu plus compliquée, la molécule de glycine. Donc ici je vous donne une représentation de la molécule de glycine. Donc on a ici une partie acide carboxylique et ici on a une partie amine reliée par un carbone. Alors, là ça devient un peu plus compliqué, bien évidemment, parce qu'il y a un peu plus d'atomes. Donc plus il y a d'atomes, plus ça devient compliqué. Alors attention ici, j'ai reporté sur le même graphique la variation en fonction de la méthode de calcul et de la base. D'accord? Donc bleu, rose et jaune. Donc bleu foncé, rose et jaune, c'est une méthode Hartree-Fock. Turquoise, violet et marron, ça va être une méthode de type DFT, peu importe, qui avait l'air de mieux fonctionner, qui fonctionnait aussi bien dans le cas du propionitrile. Et ici, du coup, on a reporté les charges. Alors par contre, on n'y voit pas très bien, donc le 0 est ici. D'accord? Donc vous avez le 0 qui est ici, partie positive, partie négative. Compliqué. Alors, est-ce qu'on peut retrouver quand même des choses qui ont un sens? Qu'est-ce qu'on a dans la molécule? On a 2 oxygènes et un azote. D'accord? Donc 2 oxygènes et un azote. Donc 2 oxygènes et un azote, on s'attend au moins à avoir 3 charges négatives. Bon, si on regarde, des charges négatives, on en a 1, 2, 3 et 4. Ok. Bon, on revient juste en arrière 2 secondes pour se rappeler les numérotations. Donc il faut qu'on se focalise sur qui? 1, c'est l'azote. 6 et 8, ce sont les 2 oxygènes. D'accord? Le reste, ce sont des atomes de carbone. Les carbones, c'est 2 et 3. Et tout le reste va être des hydrogènes. Ok? Donc 1, l'azote. 2, 3, les 2 carbones. 6 et 8 sont les oxygènes. Alors, on regarde. Azote. 1, négatif, ça va. 6, 8, les 2 oxygènes, ça va. Par contre, qui est-ce qui reste négatif? Le numéro 2, c'est-à-dire le carbone. Et quel carbone? Celui qui est relié à l'amine. Ah. Ok? Et du coup, on peut regarder, quelle que soit la méthode de calcul, alors que je vais pas rentrer, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais on s'aperçoit que, bon, la charge reste négative, quelle que soit la méthode de calcul, quelle que soit la base, mais elle devient un petit peu moins négative. Mais elle reste négative. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a, je n'ai pas dit de bêtises, on a tout le reste, on a les hydrogènes. On a le deuxième carbone qui est positif, on a les hydrogènes qui sont positifs, donc tout ça, ça va à peu près bien. Et maintenant, si je regarde un peu plus en détail, on va revenir sur le problème de ce carbone négatif, hein, on va voir si ça a un sens ou si ça n'en a pas. Et si je regarde un peu plus en détail mes 2 oxygènes, qu'est-ce que je remarque? Je remarque quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Rien? Je me doute bien, mais quand même là, il suffit de regarder le graphique. Hein.
comment ils sont l'un par rapport à l'autre? C'est les mêmes. Vous prenez deux mêmes couleurs, c'est les mêmes valeurs? Un qui est plus négatif que l'autre. Il y en a un qui est un peu plus négatif que l'autre. Ouais. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez inverser la tendance. Mais dans tous les cas, ils ne sont jamais égaux. D'accord? Donc vous avez pas mal de méthodes, sauf ici, hein, vous les avez égaux, mais vous avez pas mal de méthodes qui vous disent que l'oxygène, ici, 8, est plus négatif que l'oxygène 6. Et vous avez une méthode qui vous dit, enfin, un calcul qui vous dit qu'ils sont égaux, et il y en a un qui vous dit que c'est l'inverse. Grosso modo, vous avez à peu près tous les résultats que vous voulez sur les charges de l'oxygène. Donc vous prenez votre acide carboxylique. D'accord? C, double liaison O, OH. Ok? C'est ce qu'on a. Et si vous regardez, donc vous avez noté, quel est l'oxygène 8? C'est celui qui est lié à l'hydrogène. D'accord? Donc c'est la partie OH où vous avez un oxygène qui est plus chargé négativement par rapport à la partie C double liaison. Alors pourquoi à votre avis c'est celui-là, par ce calcul-là, on vous le donne plus chargé négativement? Bon, juste pour vous dire, ça n'a pas de sens. Hein, puisque dans un acide carboxylique, votre H va s'échanger sans arrêt entre les deux positions. Donc vos deux oxygènes doivent avoir des charges qui sont équivalentes. Je veux dire parce qu'il est lié à l'hydrogène qui est un peu moins électronégatif que le carbone, alors que l'autre il a le double liaison avec le carbone, qui fait qu'il est plus électronégatif. Ouais, on peut dire ça comme ça si vous voulez. En réalité, en fait, c'est simplement parce que vous avez une liaison OH qui est polarisée, et donc du coup on met une charge positive sur l'hydrogène. Et cette charge positive, en fait, forcément votre oxygène va récupérer un peu plus de charge négative. D'accord? Donc ça, en fait, on peut le comprendre, je ne dis pas que ça soit juste, mais on peut simplement le comprendre en disant, bon ben, le système, il a une liaison polarisée, alors il se débrouille. Hein. Je vous rappelle, hein, j'ai oublié de le dire au départ, mais c'est du Mulliken. Hein. D'accord? Donc Mulliken, lui, hein, il partage de manière démocratique. Bon. Maintenant, si je regarde les valeurs des charges pour une méthode donnée, on oublie le carbone 2, je vais y revenir, mais je compare les trois où je sais qu'il faut qu'il y ait une charge négative. Azote et les deux oxygènes. Qu'est-ce que vous remarquez? L'azote est plus négatif. Normal? Pas normal? Ne se prononce pas, ce qui doit être à peu près 98% des gens présents. L'oxygène est plus électronégatif, donc c'est pas normal. Alors, effectivement, si je prends simplement l'électronégativité, on va dire que l'oxygène est plus électronégatif, donc il y a des chances que ça ne soit pas normal. En plus de ça, si vous aimez, pas sûr que vous aimiez tous l'orga, mais si vous aimez un peu l'orga, on peut écrire des formes de résonance où il y a des charges négatives qui vont se localiser sur les oxygènes. D'accord? Je dis ça, il y a des gens qui font chimie, ils savent. Donc il faut connaître un peu d'orga quand même, je pense que vous allez en faire un petit peu. Donc du coup, effectivement, on peut écrire des formes, avec des oxygènes négatifs. Donc, si vous écrivez des formes avec l'azote, il y a peu de chances que vous l'écriviez avec une charge négative dans les formes de résonance. Même si vous savez que je ne suis pas un fan des formes de résonance avec les électrons qui sautent là. Je ne suis pas un fan, mais bon, il n'empêche que ça nous permet au moins de visualiser, de se dire il y a quelque chose qui est un peu étonnant. Il y a quelque chose qui est un peu étonnant dans ces charges. Ok, maintenant on va revenir à ce fameux carbone 2. Ce fameux carbone qui est trouvé avec une charge négative. Donc simplement, je vous remets la forme de la molécule. Donc le carbone 2, c'est celui-là. Hein. C'est celui qui est en position ortho de l'amine. D'accord? Et en position bêta par rapport à l'acide carboxylique. Pourquoi lui il est négatif?
là, si on reprend le raisonnement de la molécule précédente, vu que les oxygènes attirent les électrons du carbone, ça le rend positif. Et donc, du coup, ce carbone-là, le carbone 2, il a la compensation avec ce carbone, plus aussi la compensation avec l'azote. Alors, jusqu'à la compensation avec l'azote, c'était bon. Donc, effectivement, comme elle l'a dit, si vous faites exactement le parallèle du raisonnement de tout à l'heure, où on avait l'acétonitrile, c'est vous qui l'aviez dit, hein, l'azote qui tire, donc il tire sur tout le monde et on polarise tout le monde un tout petit peu, ben là, vous pouvez faire la même chose, dire, j'ai mes oxygènes qui sont électronégatifs, ils tirent, donc mon carbone qui est de la partie carboxylate va se retrouver très chargé positivement, donc il va tirer sur les électrons à côté, donc on va faire une compensation. Sauf que l'azote que vous avez de l'autre côté, lui, il tire, il ne fait pas que tirer. C'est qu'il a son doublet libre, et donc son doublet peut potentiellement hyperconjuguer. Donc lui, il pourrait faire l'inverse. C'est ça que je dis, jusqu'à l'azote, on était bien. Sauf que votre azote à côté, en fait, pourrait potentiellement changer un petit peu la donne. Bon, sauf que, effectivement, on ne peut pas faire de conjugaison, parce que votre carbone que vous avez, le carbone 2, est un carbone sp3. D'accord ? Donc la délocalisation du doublet de l'azote ne se fait pas comme une délocalisation normale d'un système pi. C'est pour ça qu'on parle d'hyperconjugaison, peu importe. Donc on peut utiliser un petit peu une donation de l'azote que vous avez à côté. D'accord ? Donc cette donation de l'azote, donc l'azote est plus électronégatif, je suis d'accord. Alors en fait du coup vous avez votre carbone central, votre carbone 2 qui va se retrouver entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il va avoir un carboxylate d'un côté qui va tirer. Il va avoir une amine de l'autre côté qui potentiellement peut tirer si elle est inductive, mais potentiellement peut aussi donner par hyperconjugaison. Donc du coup, au global, votre carbone, il faut qu'il essaie d'adapter une situation qui est compliquée. D'accord ? Et comme c'est compliqué, le calcul, il fait ce qu'il peut. Donc du coup, il fait quoi ? Il dit ma liaison carbone-azote doit être polarisée, ma liaison carbone-carbone doit être polarisée. Et donc du coup je vais lui mettre une charge négative, comme ça va me permettre d'avoir une électroneutralité dans ma molécule. Donc, c'est pas correct. D'accord ? A priori, ce carbone négatif, c'est pas correct. Donc on va essayer de voir si d'autres méthodes vont être capables de mieux le représenter. AIM, d'accord ? Donc j'ai pas mis le potentiel électrostatique. Donc AIM, pas croire que c'est le Messie, hein. Mais il se débrouille pas trop mal quand même, je dois avouer. Première des choses, vous regardez, donc ici c'est le 0, d'accord ? Donc qu'est-ce que vous remarquez tout de suite ? Je n'ai plus que 3 atomes qui sont chargés négativement, l'azote et les 2 oxygènes. Ok ? Donc c'est ce qu'on attend à partir de nos connaissances d'électronégativité, etc. Deuxième chose, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que les charges des carbones, et en particulier du carbone 2 qui nous posait problème tout à l'heure, votre carbone 2 devient chargé positivement. Et là, vous remarquez que le carbone 3, qui est le carbone relié au carboxylate, se retrouve encore plus chargé positivement. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement ce qu'on attend pour ce genre de système-là. Ensuite, des charges ici c'est les hydrogènes, si je ne dis pas de bêtises, cela. Donc les hydrogènes centraux qui sont sur le C, qui sont sur le carbone chargé positif, qui n'ont quasiment pas de charge. Et ensuite, vous avez, ça va être les hydrogènes qui restent. Il doit y avoir un H qui est lié sur ça, et les autres, ça peut être les H de NH2. Donc c'est normal. Je vais y arriver. Ok, donc, ça a l'air de pas trop mal marcher par rapport à ce qu'on a en tête. Maintenant, si je regarde un peu plus en détail les problèmes qu'on avait tout à l'heure, maintenant vous vous apercevez d'une chose, c'est que les charges des oxygènes sont plus négatives que les charges de l'azote. Et dernière petite chose, donc là il faut peut-être avoir les yeux un peu plus affûtés, mais vous vous rendez compte que les 2 charges des 2 oxygènes sont quasiment égales.
D'accord? Donc en fait, et là, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la méthode de calcul que vous utilisiez, peu importe la base que vous utilisez. Votre calcul AIM vous donne une représentation de la carte de charge à l'intérieur de votre molécule qui est indépendante du calcul, indépendante de la base et qui est en accord avec vos connaissances en termes d'électronégativité et en termes de polarisation de liaison que vous avez dans votre molécule. D'accord? Donc effectivement, cette carte-là, c'est une carte de charge qui vous permet effectivement de retrouver ce qu'on attendait. Et en particulier, c'est quand même un effet fin d'avoir l'égalité des charges des deux oxygènes. Parce que les deux oxygènes, ils vont avoir une charge égale simplement parce que mon proton va pouvoir se balader entre les deux oxygènes et donc mes deux oxygènes doivent avoir la même charge. D'accord? Et la méthode AIM est capable de retrouver que ces deux charges doivent être équivalentes, ce qui est quand même, je dois avouer, une chose qui ne marche pas trop mal. Bon, donc AIM est très bien. Et le potentiel électrostatique? Ben, force est de constater que le potentiel électrostatique, il se débrouille pas mal. C'est pas parfait, mais il se débrouille pas mal. Pourquoi il se débrouille pas mal? Ben, déjà, première des choses, vous apercevez que vous n'avez que nos trois atomes les plus électronégatifs qui possèdent une charge négative. Ça, c'est bien. Le lichen n'était pas capable de le faire. Carbone 2 et carbone 3 sont chargés positivement. C'est bien. Les hydrogènes sont... Ça, c'est les hydrogènes de l'azote, donc c'est un peu particulier. Mais les hydrogènes que j'ai sur le carbone sont très peu chargés positivement, négativement. Ça, c'est bien aussi, ça veut dire que ma liaison CH est peu polarisée. Par contre, eh bien, évidemment, on a quand même quelques petits problèmes. Le petit problème qu'on a, c'est 1, les deux oxygènes ne sont pas équivalents. Et 2, l'azote a une charge plus négative que mes deux oxygènes. Alors, à votre avis, pourquoi avec un potentiel électrostatique, on trouve que l'azote possède une charge plus négative que l'oxygène? Je vous rappelle comment on fait le calcul avec le potentiel électrostatique. On met une charge qui tourne et on regarde comment j'ai une attraction ou une répulsion avec les atomes que vous avez dans votre molécule. Donc maintenant, essayez d'imaginer une charge, ma molécule de glycine, et comment ça va réagir, comment ma charge va réagir aux bains de charge ou aux densités que vous avez. L'azote, qu'est-ce que vous avez? Ben, l'azote, son doublé, il est délocalisé nulle part. Donc son doublé, il est sur le N, parfaitement localisé. Donc ma charge, quand elle va avoir l'azote, elle va taper dans un doublé d'électrons, donc il va y avoir une forte répulsion avec ce doublé. Vos oxygènes. Alors, c'est un carboxylate. D'accord? Donc pour que mes deux oxygènes soient équivalents, ça veut dire que j'ai une potentielle délocalisation de ma densité électronique entre oxygène, carbone et oxygène. Du coup, la charge que j'ai pour un oxygène est moyenne par rapport à la charge que j'ai due à la délocalisation. Alors maintenant, si la délocalisation est parfaite, je dois avoir les deux oxygènes qui soient pareils. Ce n'est pas le cas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ben ça, c'est en train de me dire le fait que mes deux oxygènes n'aient pas la même charge. Ça veut dire que quand je fais mon potentiel électrostatique, la délocalisation dans le groupement carboxylique n'est pas reproduite parfaitement par le potentiel électrostatique. AIM le faisait. Par contre, le potentiel électrostatique ne vous le fait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met un peu plus de densité sur un oxygène que sur l'autre, et en particulier l'oxygène qui porte l'hydrogène. Donc c'est comme si localisait partiellement une double liaison CO et un OH de l'autre côté, au lieu d'avoir une version délocalisée de notre interaction. Totalement délocalisé, bien évidemment. Il fait un petit peu de délocalisation quand même.
Ok, donc après, la dépendance en fonction de la base et de la méthode est relativement faible dans le potentiel électrostatique, mais ça, c'est quand même une classique. Alors, on a réussi à trouver une méthode qui était capable, a priori, de nous donner des charges qui avaient un sens. Bon, mais ça, c'est sur une géométrie de la glycine. Donc maintenant, la variation en fonction de la géométrie. Ici, un angle dièdre de 0, c'est-à-dire que je fais quoi? Je prends mon acide carboxylique et je le mets dans le plan. D'accord? Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire tourner soit mon amine, soit mon acide carboxylique, ce qui revient exactement à la même chose. Et donc ici, je vous mets deux géométries. Une géométrie cantonnée à 45 degrés. Donc ici, vous faites un angle entre ce plan-là et le plan avec la mine qui est de 45 degrés. Et ici, vous êtes à 90 degrés. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Admettons que je suis comme ça, c'est-à-dire que si je suis complètement plan, qu'est-ce que ça voudrait dire? Pourquoi on part de la structure plane, qui est la structure de la glycine? Pourquoi la forme plane, c'est une forme qui, chaque fois, on se dit, attention à la forme plane, une forme particulière. Bon, ça va nous faire comme l'urée tout à l'heure. Et si j'ai une forme plane, à quoi on s'attend? On se dit, ben, sur le carboxylate, j'ai un système pi, sur l'azote, j'ai un doublé, ils sont tous dans le même plan, donc potentiellement, je peux délocaliser. Je dis bien potentiellement. Ok? Pourquoi je dis potentiellement? Ben, je vous rappelle ce que je vous ai dit dès le début. Le carbone qui est relié à l'azote de la mine, il est sp3. D'accord? Donc si vous avez un tout petit peu de mémoire et que vous rappelez ce qu'on fait en L1, en L2 ou en L3, où on vous dit la délocalisation implique de n'avoir que des carbones qui ont la même hybridation, ben là vous avez un carbone au milieu qui est sp3, qui n'a pas d'orbital p perpendiculaire au plan, etc., etc., donc pas de délocalisation. Ok? Donc, quand je parle de la forme plane, qui est la forme optimale de la glycine, on a toujours, pour ceux qui ne regardent pas très bien, se dire, bon, mais là, je peux avoir de la délocalisation, donc peut-être que mes charges sont différentes. Puis après, quand vous allez commencer à tourner, c'est comme ceux qui ont fait le L3 ici, quand on fait le TP avec le biphényl, hein, quand on commence à tourner, on se pose la question entre la délocalisation entre les cycles. D'accord? Ben là, ça serait la même chose. Quand je tourne, ben, est-ce que je diminue la possibilité de délocalisation, donc je change, etc., etc. Sauf que comme il n'y a pas de délocalisation, je ne change strictement rien. D'accord? Donc, eh bien évidemment, par votre calcul, vous voyez que vous ne changez strictement rien aux charges que vous avez calculées. D'accord? Alors, ça, c'est avec Mulliken. D'accord? Puisqu'on retrouve ici le carbone 2 qui est chargé négativement. Donc, Mulliken, il n'est pas juste, mais par contre, il n'a pas de dépendance en fonction de la géométrie de votre molécule. D'accord? Et donc, vous voyez que vous soyez à 0, 45 ou 90 degrés, vous avez les charges qui sont exactement les mêmes avec ces fameuses charges sur l'azote et l'oxygène. Bon, là, bien sûr, la charge négative sur le carbone, mais on en a suffisamment discuté. Si vous passez avec la méthode AIM, bien évidemment, hein, si c'est avec eux, ça marche, c'est indépendant, là aussi c'est indépendant, donc on retrouve bien l'indépendance de la géométrie. Et là, par contre, il y a juste une toute petite chose qu'il faut remarquer, c'est que toutefois, quand je change la géométrie, je rends les deux oxygènes pas complètement équivalents. D'accord? Donc quand je suis à 0, donc la forme optimisée, les deux bleus sont quasiment égaux. Par contre, quand je prends les roses, je pense que le rose ici c'est un peu plus creusé que là. Donc du coup, j'augmente un tout petit peu quand je passe à 45 degrés l'écart entre les deux oxygènes, mais la différence que vous avez entre les charges des deux oxygènes est tellement faible qu'on peut considérer qu'on est dans la gamme d'erreurs que vous pouvez faire par une méthode comme celle-ci.
D'accord? Donc, c'est quand même relativement indépendant. Et le potentiel électrostatique, ben, par contre, lui, le potentiel électrostatique, c'est celui qui va être le plus dépendant de la géométrie. D'accord? Vous avez des variations ici qui sont des variations un petit peu plus grandes. On passe par exemple sur ce carbone-là de pratiquement 1 à 0,7. D'accord? Donc vous avez une variation de la charge qui est relativement importante et vous avez aussi une variation de la charge sur les oxygènes qui deviennent de plus en plus importantes. D'accord? Donc on retrouve toujours les choses dont on avait parlé tout à l'heure, et cette fois-ci vous avez une vraie dépendance en fonction de la géométrie. D'accord? Alors à quoi est associée cette dépendance en fonction de la géométrie? Ben, c'est pas que vous mettez de la délocalisation, hein. Ça ne change rien. D'accord? La délocalisation, vous n'en avez pas, quoi qu'il en soit. Mais par contre, c'est la manière dont vous allez calculer la réponse de l'interaction de votre charge extérieure avec les densités électroniques que vous allez avoir. Quand vous êtes plan, quand vous allez prendre un point, ben, quand vous allez taper, les charges vont être pointées dans le même sens. Par contre, quand vous allez prendre le même point que vous allez tourner, mais comme les charges vont pointer dans une autre direction, l'interaction répulsive que vous allez avoir va être un peu plus forte ou un peu moins forte. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez des petites variations ou des grandes variations. Et dans tous les cas, comme je vous l'avais dit, le potentiel électrostatique n'est pas forcément la méthode la plus adaptée pour déterminer les charges que vous avez dans la glycine. Mais bon. Alors, on va encore complexifier. La sérine. Alors, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à la glycine? Vous allez voir, on n'a pas fait grand-chose par rapport à la glycine. Hein. C'est vrai, on n'a pas fait grand-chose. On a remplacé quoi? Un hydrogène par une fonction alcool. Ok? Donc, première des choses, la géométrie que vous avez là. Qu'est-ce que vous remarquez sur la géométrie en 3 dimensions que je vous ai donnée? Elle est quoi? C'est plus plan, effectivement. Et qu'est-ce qui est plus dans le plan? Alors, ça dépend de quel plan vous prenez. Les oxygènes, on peut éventuellement les considérer dans le même plan que quelqu'un. Si on prend le plan des couples 3 carbone, on aura les 2 oxygènes de l'acide carboxylique qui seront en dehors du plan. Si vous prenez le plan qui coupe, vous coupez comment en fait? Qui contient les 3... Alors, celui qui contient les 3 carbones. Ouais. On aura les oxygènes de l'acide carboxylique qui seront derrière. Non, justement, si vous prenez le plan des 3 carbones, les oxygènes ils sont dans le plan. Oxygène, oxygène, carbone, carbone, carbone sont dans le même plan. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, forcément, l'azote ne peut plus être dans le même plan, et l'oxygène ici, du groupement alcool, ne peut pas être non plus dans le même plan. Et deuxième chose, qu'est-ce que vous remarquez sur votre azote ici? Si vous prenez ce plan-là, il est comme ça. Ça c'est le plan formé par le carbone, on va dire par la partie carboxylique, et vous avez votre azote qui est comme ça. D'accord? Il a une orientation qui est perpendiculaire au plan formé par les carbones. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que son doublé pointe vers l'extérieur. Ok? Son doublé ne pointe pas dans le plan, son doublé pointe vers l'extérieur, puisque vous avez une orientation qui est comme ça par rapport à ce carbone. Ok? Donc en fait, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Et juste au passage, quand vous allez regarder des biomolécules, vous avez intérêt à vous poser ce genre de questions-là. Parce que là, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'atomes. Quand vous allez en avoir un bon paquet, les orientations relatives et les dièdres relatifs, vous allez voir que c'est fondamental. D'accord? Donc là, ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que j'ai remplacé un hydrogène. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai remplacé un hydrogène de la glycine par une fonction CH2OH. Et en remplaçant un hydrogène par un CH2OH, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tourner mon fragment amine par rapport à mon acide carboxylique.
d'accord? Avec du coup mon acide carboxylique qui se retrouve dans le même plan que les carbones. Bon, l'oxygène ne peut pas être dans le même plan puisque bon, mes carbones sont des carbones sp3. Et il y a un truc qui est très intéressant, pareil, hein, c'est que vous vous rendez compte que l'hydrogène ici de la fonction alcool, il pointe vers l'extérieur. Alors pourquoi ça c'est intéressant de dire, de se rendre compte que le carbone, il pointe, enfin l'oxygène, il pointe vers l'extérieur? Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? On aurait pu imaginer effectivement faire une liaison hydrogène intramoléculaire. Là j'ai une fonction OH, j'ai un C double liaison O, donc on aurait très bien pu imaginer faire une liaison hydrogène intramoléculaire. Or, le système ne cherche pas à faire une liaison hydrogène intramoléculaire. Alors c'est peut-être parce que le calcul tel qu'il a été fait ne lui permet pas de faire une liaison hydrogène intramoléculaire. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que mon hydrogène va partir à l'opposé du groupe carboxylate. Si lui, je l'avais monté juste au-dessus, il est en interaction avec un doublet de l'oxygène et je faisais une liaison hydrogène. Une liaison hydrogène, c'est stabilisant ou déstabilisant? C'est stabilisant. D'accord? Donc étonnamment, il ne va pas faire une interaction qui est stabilisante. Donc ça veut dire que soit notre calcul n'est pas bon, ce qui est possible, soit il y a autre chose qui va faire qu'il ne veut pas faire cette liaison hydrogène qui serait potentiellement stabilisante à l'intérieur de mon système. Ok, donc là effectivement, vous vous rendez bien compte que plus je rajoute d'atomes, plus je rajoute d'hétéroéléments, plus ça devient compliqué. Forcément. Donc, on va essayer de regarder rapidement ce qui se passe. Donc ici on a le 0, donc ici c'est Mulliken, ici c'est AIM, et ici c'est le potentiel électrostatique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder en tête les résultats qu'on a obtenus sur la glycine, et on va regarder ce qui se passe sur la sérine. D'accord? Sur la glycine, qu'est-ce qu'on avait? Mulliken nous disait azote, oxygène chargé négativement, plus le carbone lié à l'amine. D'accord? Maintenant, je prends ici mes charges, donc je regarde, je suis à 0. Alors on ne voit pas les numéros, bien évidemment, mais au moins je ne vois plus rien. Je pense que l'azote, ça va toujours être 1. Ouais, ça va être 1 l'azote. Les oxygènes, c'est les derniers. Les oxygènes, c'est tout cela. Et ça, je pense que le carbone 3, c'est ce carbone-là, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est le carbone 5, c'est celui-là. Ouais. Désolé, j'aurais dû l'écrire beaucoup plus proche. Je pensais que ça sortait beaucoup plus gros. Donc, 1, c'est l'azote. Ça, ce sont tous mes oxygènes. Donc ça, c'est les deux oxygènes de la partie carboxylique, ça c'est l'oxygène que sur la fonction alcool. Et ensuite, ces deux carbones-là sont ce carbone ici et ce carbone-là. D'accord? Celui qui est très positif ici, c'est le carbone qui porte la fonction acide. Et ensuite, le reste, ce sont les hydrogènes qui vont. Alors, dans la glycine, qu'est-ce qu'on avait? Dans la glycine, on avait azote chargé négativement, les deux oxygènes de la partie carboxylique chargés négativement, avec des charges qui étaient différentes, et le carbone qui était lié à l'amine se retrouvait chargé négativement. D'accord? C'est ce qu'on avait. Si je prends ici l'azote chargé négativement, les deux oxygènes que j'avais dans la partie acide carboxylique chargés négativement, le carbone ici, le carbone numéro 3, lié à la partie amine, se retrouve aussi chargé négativement. D'accord? Donc je retrouve dans mon calcul de la sérine les paramètres que j'avais dans le calcul de la glycine. D'accord? Je retrouve la même chose, pas les mêmes valeurs, mais je retrouve la même signature. D'accord? Il n'a pas su faire la glycine, c'est pas parce que je rajoute une fonction alcool qu'il va mieux faire. D'accord? Ensuite, si je regarde la partie que j'ai rajoutée, je me rends compte que la partie oxygène qui porte l'alcool porte une charge négative.
et le carbone qui lui est relié porte une charge qui est autour de 0. Suivant la base qu'on a utilisée, elle peut être légèrement négative ou neutre. D'accord? Donc, si je regarde un peu en détail, je peux dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une glycine et j'ai rajouté une tête polaire et il s'est débrouillé comme il a pu comme il avait la glycine qui était fausse, il a rajouté la tête polaire de manière à ce que la charge globale soit une charge qui va le zéro. Ok, donc il ne marchait pas sur la glycine, il ne marche pas sur la sérine. Donc on peut se dire, ok, passons à la méthode qui a fonctionné dans le cas de la sérine, de la glycine, pardon, et voyons si elle marche aussi dans le cas de la sérine. Donc la méthode AIM. Donc si vous prenez la méthode AIM, première des choses que vous remarquez tout de suite, vous n'avez que, on va dire que ça on est quasiment à 0, c'est pas on est à 0 avec une bonne base. Si vous prenez, vous n'avez que 4 valeurs qui sont négatives, qui correspondent à l'azote et aux 3 oxygènes. D'accord? Donc on retrouve bien le fait que AIM a permis de décrire proprement la glycine et il est capable de décrire la sérine. Et si maintenant je m'intéresse à ce fameux carbone ici qui était problématique, le carbone 3 dans le cas de la glycine et dans le cas de la sérine, je m'aperçois cette fois-ci que le carbone numéro 3 a une charge nulle. D'accord? Et de la même manière, le carbone numéro 5, ici, a une charge qui est nulle. Quel est celui qui a la charge la plus positive? C'est le carbone numéro 4, c'est celui qui porte l'acide carboxylique, donc on retombe exactement sur ce que l'on avait tout à l'heure. Ok? Donc en fait, on était en train de dire la chose suivante, on était en train de dire que AIM marchait pour l'un, en rajoutant le CH2OH, il marche aussi pour faire la série. Oui? Si je dis pas de... non, je me suis trompé, c'est le 4. Excusez-moi, le carbone 3 est positif. Je me suis déplacé. C'est l'hydrogène, du coup, forcément. Non, merci, oui, effectivement, il est positif. Il est positif comme il se doit. Ok? Donc, maintenant, rapidement, le potentiel électrostatique. Donc, le potentiel électrostatique, il marchait tout à l'heure aussi. Et là, il fonctionne toujours. Vous avez toujours ces 4 valeurs qui sont négatives. Par contre, cette fois-ci, vous apercevez que, c'est un petit peu la constante que vous avez dans les deux, vous avez les 2 OH que vous avez sur la partie carboxylique qui ne sont pas décrites par la même charge et qui ne sont pas décrites de la même manière. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur ça. Vous allez me dire, ok, tout à l'heure on était quasiment exactement la même chose, et là vous avez un écart entre ces 2 oxygènes qui n'est pas exactement le même, et vous apercevez que suivant si vous faites de l'AIM ou si vous faites du potentiel électrostatique, c'est pas le même oxygène en fait qui est plus chargé négativement que l'autre. Dans un cas, c'est l'oxygène qui porte le OH, et vous apercevez que les 2 oxygènes qui portent les OH dans l'approche AIM ont les mêmes valeurs. Alors que si vous prenez le potentiel électrostatique, c'est celui qui porte le OH et celui qui porte le CW liaison O qui se retrouvent avec une charge la plus négative. Alors pourquoi, en fait, finalement, dans cette molécule de glycine, de sérine, mes 2 oxygènes de la partie acide carboxylique ont forcément des charges qui sont légèrement différentes l'une de l'autre? Parce que, et puis voilà. La géométrie, la géométrie. Peut-être. Moi, je vous aide, il n'y a pas de liaison hydrogène. Il y aurait une liaison hydrogène, les charges auraient été différentes. Automatiquement, puisque la liaison hydrogène est une liaison polaire, donc j'aurais eu un H+,
interagissant avec une charge oxygène négative, donc du coup, ça m'aurait changé ma charge. D'accord? Donc ça aurait pu être une possibilité, c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer la géométrie. Vous verrez tout à l'heure quand on va faire l'angle dièdre, du coup c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête, puisque en changeant l'angle dièdre, on va pouvoir peut-être s'amuser à faire des liaisons hydrogènes. Enfin, s'amuser, non, s'amuser pas, c'est l'ordinateur qui s'amuse tout seul. Alors, personne? Donc oui, la géométrie sert à quelque chose, oui. Je suis pas convaincue, mais Ah, dites, c'est mieux que de rien dire. en fonction de là où sont placés les oxygènes de l'acide, ils subissent soit la répulsion de l'oxygène de l'alcool, soit la répulsion due à l'azote. Et vu que ce n'est pas des répulsions égales, étant donné que c'est un oxygène et un azote, ça implique que les deux oxygènes de l'acide n'ont pas les mêmes valeurs. Bravo. Alors, est-ce que tout le monde a compris ce qu'elle a dit? Je vous ai, tout à l'heure, la seule chose que je vous ai dit, je vous ai dit, attention, le doublet de l'azote, il est comme ça. Il est perpendiculaire. On a l'azote avec son doublet qui est perpendiculaire. Donc j'ai mes oxygènes qui sont dans le plan, comme ça. Donc la question qui va se passer, c'est, mes oxygènes, ici, ils ont aussi des doublets. D'accord? Quoi qu'il en soit, vos oxygènes, ils ont des doublets. Et les doublets, ils sont placés de telle manière qu'ils vont être hors du plan qui contient carbone-oxygène. Donc du coup, je vais me retrouver soit avec des doublets qui vont pointer vers le doublet de l'azote, et du coup, répulsion, soit je vais me retrouver avec des doublets qui vont pointer, parce que mon OH, il a des doublets aussi, soit des doublets qui vont pointer vers les doublets de l'oxygène OH. Si les doublets d'électrons pointent l'un vers l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Répulsion. Donc s'il y a répulsion, vous allez modifier la charge que va porter votre oxygène, puisque vos électrons, par répulsion, vont être obligés de partir ailleurs. D'accord? Donc, forcément, en fait, ces deux oxygènes n'étant pas à la même distance de l'oxygène et de l'azote, tous les deux, les répulsions qu'ils ont avec ces deux entités qui sont perpendiculaires au plan de la molécule, enfin au plan du groupement acide carboxylique, ça va induire des répulsions qui vont être différentes. D'accord? Donc ça c'est... Effectivement, ça vous explique pourquoi en fait ces deux oxygènes dans cette molécule-là vont être différents. Donc maintenant, question subsidiaire. Est-ce que pour traiter la sérine, j'aurais pu prendre les paramètres de la glycine? D'accord? On pourrait se dire, j'ai mis un OH. D'accord? J'ai mis un OH, je fais un calcul d'un alcool quelconque, je prends la charge de mon alcool quelconque, je lui mets une charge et je dis, ça c'est une glycine. Ben non. Pourquoi? Ou alors on prend des paramètres faux de la glycine. Une autre possibilité aussi. Pourquoi? Il me faut, justement, ce dont on vient de parler, il me faut mes deux oxygènes de mon acide carboxylique doivent être différents. Ils doivent être différents du fait de la présence de cet oxygène ici. Bon, cet azote, on l'avait déjà, c'est la géométrie qui va faire. Mais du fait de la présence de cet oxygène-là, vos deux charges vont être différentes. Alors que dans la glycine, à la méthode AIM, vous donnez deux charges équivalentes parce qu'on cherchait à avoir deux charges équivalentes. Et on devait avoir deux charges équivalentes. Donc si vous prenez les paramètres de la glycine pour faire la sérine, vous allez avoir un résultat qui sera globalement juste. Globalement juste. Mais par contre, vous aurez peut-être la géométrie et en particulier l'orientation relative des chaînes l'une par rapport à l'autre qui va être mal reproduite. D'accord? Donc on pourrait très bien utiliser les paramètres de la glycine, mais on saura que du coup l'orientation des chaînes ne sera pas forcément bonne du fait de la mauvaise répulsion que vous allez avoir entre les chaînes l'une par rapport à l'autre. Donc je ne vais pas revenir là, sur le potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Et finalement, il ne se débrouille pas trop mal ici dans le cas
dans le cas de la sérine. Pardon. Donc juste la variation en fonction de la méthode de calcul, là c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est que les variations sont exactement les mêmes que précédemment, en fonction de la base, donc ça ne marche pas beaucoup mieux en Mulliken. En AIM, j'ai quasiment pas de dépendance en fonction de la base et j'ai des résultats qui sont très proches des résultats que j'avais tout à l'heure, en particulier cette différenciation entre les oxygènes et avec le potentiel électrostatique. Je retrouve toujours la même chose, donc ce qui est relativement intéressant. Alors je ne me focalise pas sur les valeurs, puisque je vous rappelle ce que je vous ai dit dès le départ, la charge n'est pas une observable. Donc la valeur, je suis incapable de vous dire si la valeur que j'ai dans le calcul DFT est meilleure que la valeur que j'ai par le calcul Hartree-Fock. Par contre, ce qui va être important, ça va être la variation de ces charges à l'intérieur de ma molécule. Et donc là, j'ai des choses qui restent tout à fait claires. Bon, peu importe, je vais passer, c'est pas très important. Donc je ne vous ai pas mis la variation en fonction de la géométrie, tout simplement parce que on va essayer de faire une autre molécule. Donc je suis revenu en arrière, j'ai fait une molécule qui était simple. Un aldéhyde. D'accord, là j'avais un truc. Sérine, où il y avait des oxygènes partout, un acide carboxylique, un alcool, une fonction amine, et on revient à un truc où il y a un carbone et une double liaison. Donc, c'est quoi? C'est le propanal. Donc dans le propanal, juste pour vous montrer, ben simplement, ici, les charges que vous obtenez. En Mulliken. Alors je ne vous ai pas mis les numéros. Et ça c'est un bon truc, je pourrais poser un exemple. Vous mettez une molécule, je vous mets le truc, je ne vous mets pas le numéro et je vous dis qui est qui. Et je vais mettre ça cette année. Bonne idée ça. Très bonne idée. Comme ça c'est bien enregistré, comme ça tout le monde... Pardon ? Non, je fais ça, je sais pas trop quoi, pour l'ADN. Ça me paraît raisonnable. Ah, c'est une bonne idée ça, mec. Donc là, j'ai pas mis les numéros, mais c'est fait exprès. Hein. Alors, 3 charges négatives, très négatives, pardon, des charges un peu négatives, 3 charges très négatives, et tout le reste qui sont des charges positives. Qui est qui ? On va voir si vous avez suivi ce qu'on a fait jusqu'à présent. À Mulliken, hein, on prend le premier graphique, hein, on prend juste Mulliken. Et vu ce qu'on a fait, vous devez être capable de me dire qui est où, et vous devez même être capable de m'expliquer pourquoi. Oui. Du coup, le premier point qui pointe en bas, c'est l'oxygène. Ensuite, les 2 points qui suivent, c'est les 2 derniers carbones de la chaîne. Et on le sait parce qu'en Mulliken, la chaîne carbonée, elle se retrouve plus négative que l'oxygène, dû à toute la délocalisation dont on avait parlé avant. Et après, tous les autres en positif sont les hydrogènes. Et il me manque un carbone quand même. Et du coup, c'est un des positifs. Ah ouais, mais bon. Ça doit être celui en tout cas. Ouais, cas. alors là, c'est à peu près ça. Là, c'est globalement, on va dire, globalement, c'est juste. Non, mais c'est le pic entre les deux points de carbone. Ouais, alors, tout le monde est d'accord? Non. Ah. Les carbones sont tous négatifs. Les carbones sont tous négatifs. Et l'oxygène est positif. Et l'oxygène est positif? Si on regarde les autres graphiques, c'est l'oxygène qui est le premier. Non, mais ça, c'est le piège classique. On vous met toujours l'hétéroatome avec un numéro. Vous croyez que là, je vous ai remis la même chose? Si je veux mettre ça en examen, il faut que ça soit un peu marrant. Il faut changer les trucs. Il faut créer du désordre dans votre tête. Ce qui est très facile, en fait, de créer du désordre dans votre tête. On va mettre des numéros en bas sur l'échelle. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, négatif. Alors, non, le 1, c'est pas l'oxygène. L'oxygène, de toute façon, vous devez... C'est simple, hein. Je le dis en blaguant, mais c'est un bon test quand même, ceci étant. Parce que chimiquement, un oxygène positif, c'est pas possible. Donc déjà, si vous avez, même si c'est Mulliken, je ne suis pas tendre avec Mulliken,
pas lui-même, hein, mais la méthode de Mulliken. Mais quoi qu'il en soit, Mulliken ne vous naîtra jamais un oxygène positif. Jamais, puisque c'est basé quand même sur une certaine structure de Lewis. Donc, à un moment donné, votre oxygène ne peut pas être possible. Donc déjà, 1, c'est pas un oxygène. D'accord? Donc du coup, ça ne peut pas être les 3 carbones qui sont négatifs, certainement il y en a un qui doit être l'oxygène. Alors, 1 c'est qui? Le 1 c'est le carbone lié à l'oxygène. Le carbone lié à l'oxygène. Ouais. C'est celui qui va essayer d'équilibrer le plus la charge négative de l'oxygène. Ouais, le 1 c'est le carbone qui est lié à l'oxygène. Alors si vous ne le voyez pas, comment vous pouvez faire? Il y a un truc très simple. Vous regardez en fait ça, où toutes les charges sont quasiment les mêmes, et vous regardez celui qui lui correspond. Vous apercevez que celui-là a quasiment une charge comme les autres. Donc lui ici, là, c'est quoi? Ben, c'est l'hydrogène qui est porté par le carbone qui porte la fonction aldéhyde. Ok? Donc en fait, le numéro 3, c'est l'hydrogène. Le numéro 1, c'est le carbone. Ensuite, alors 2 c'est qui? 2, je dirais le carbone, deuxième carbone. Perdu. C'est l'oxygène. C'est l'oxygène, oui. Donc 2 c'est l'oxygène. Pour la raison, là par contre elle l'a bien expliqué, pour la raison qu'elle a dit tout à l'heure, c'est que Mulliken vous donne toujours les carbones qui sont derrière plus négatifs. Malheureusement c'est le problème de Mulliken. Hein. Mulliken, il faut que vous sachiez, il va vous donner ce qui est derrière plus négatif. Donc 2 c'est l'oxygène, oui. Alors qui sont 4 et 5? Alors qui sont 4 et 5? Le 5 c'est le deuxième carbone. 5 c'est le deuxième carbone. Ouais. Pour moi le deuxième carbone... Ça va partir de l'aldéhyde, il est en position alpha de l'aldéhyde. Voilà. Ça me paraît... Donc en position alpha du carbone de l'aldéhyde. Hein. Sinon on n'est pas en position alpha. Donc pour vous le 5 c'est CH2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le 5 CH2? Et du coup 4 c'est CH3, c'est ça? Chaque fois on voit que le carbone lié à l'oxygène, il est plus positif et il tire la charge vers lui. Du coup l'autre il est plus négatif. C'est l'effet inductif dont on a parlé par ailleurs. Alors lui au moins il s'est exprimé, il a dit donc 4 CH. Non, 5 CH2, 4 CH3. Alors non, c'est l'inverse, 5 CH3, 4 CH2. Mais pourquoi? Mais oui, mais vous proposez. Mais bon, il faut quand même donner un petit pourquoi. Voilà, lui l'a expliqué, les effets inductifs, etc. etc. Il y a une réponse qui est extrêmement simple. Si on suit la logique de tout à l'heure, où au fur et à mesure on s'éloigne de la chaîne polaire, où c'était de plus en plus négatif, si on suit cette logique-là, on arrivera à quelque chose. Donc logiquement, le troisième carbone serait plus négatif que le nickel, ce qui n'est pas la réalité. Ouais, mais pourquoi? Oui, d'accord. Il y a une raison que je vous ai donnée tout à l'heure. Pourquoi il est plus négatif, le dernier carbone? Les charges sont tirées. Non. Il y a un second. Il y a un seul qui est relié à un seul carbone. Non. Donc effectivement, 4 c'est CH2 et 5 c'est CH3. Mais pourquoi? Il y a 3 hydrogènes. Il y a des hydrogènes. Il y a tout simplement 3 hydrogènes sur l'un et 2 hydrogènes sur l'autre. Du coup, comme... En plus, je vous l'ai dit, regardez ceux-là, là. Ils ont tous la même charge, ce qui vous permet de dire que ça, c'est un hydrogène. Mais ils ont tous la même charge, mes hydrogènes. Si je prends un carbone qui en a 3 autour, et je veux quelque chose qui soit électronégatif, qui soit neutre électriquement, excusez-moi, électronégatif.
Du coup, si je mets 3 hydrogènes chargés positivement sur un carbone, la charge que doit porter le carbone va être plus négative que si j'ai 2 hydrogènes sur mon carbone, sachant que mon carbone ici, il est relié à un carbone qui est chargé plus. D'accord? Donc du coup, ici, celui-ci, c'est le carbone 5 et celui-ci, c'est le carbone 4. Alors, je ne vais pas vous demander où sont les hydrogènes. Ce serait intéressant, mais... Ce que je comprends pas, c'est que si on regarde par rapport à l'aldéhyde, Oui. le carbone qui est le plus près, il est plus électronégatif que le CH2 est plus électronégatif que le CH3. Et si on regarde les hydrogènes, c'est le CH3 qui est plus électronégatif que le CH2. Donc comment ça nous permet de dire lequel des deux est plus électronégatif que l'autre? Et en français, ça donne quoi? Non, non, si, si. Les CH2 et CH3, ils ne sont pas plus électronégatifs l'un que l'autre. Hein. L'électronégativité est un paramètre intrinsèque de votre atome. Donc vous avez un carbone et un carbone. Leur électronégativité est la même. Ce que vous voulez dire, c'est l'effet inductif, vous voulez dire, ou la densité électronique. Mais ça, c'est la densité électronique à l'intérieur de votre liaison. Et votre densité électronique, elle est un peu plus ou un peu moins polarisée. C'est tout. L'électronégativité est exactement la même. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. J'essaie de remettre ce que vous voulez, ce que vous essayez de dire. Vous essayez de me dire, lui, je sais qu'il est chargé positivement parce qu'il est lié à un aldéhyde. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la densité électronique que j'ai sur la liaison CC ici, si j'ai un effet inductif, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je donne de la densité. Donc la densité doit se rapprocher, d'accord, de mon carbone. Et du coup, comme lui se retrouve un peu déficient, il tire sur la densité électronique de l'autre côté. D'accord? Sauf que si vous poussez la densité électronique, votre charge, elle monte. Elle devient moins négative. D'accord? Donc du coup, votre carbone ici a une charge qui est moins négative parce qu'il est en alpha de quelque chose qui est très positif. Et comme il a 2 hydrogènes, mais sa charge doit être moins négative que celui à côté, qui effectivement va lui donner de la charge, mais qui lui est entouré par 3 hydrogènes. Ok? Oui. Mais du coup, pourquoi on va voir le 1, enfin c'est la numérotation sur les deux suivants? Sur les deux graphiques suivants. Le 1 c'est le même 1, ou pas? Ah non, j'ai changé la numérotation. Allez, ça donne l'oxygène. Non, mais dans le premier, Mulliken, il ne vous donne pas l'oxygène positif. Ça, c'est sûr. Mais par contre, j'ai changé la numérotation, vous avez raison. Pardon? Oui, mais vous avez complètement raison, effectivement. Alors attention, dans les deux graphiques suivants, en fait, j'ai changé la numérotation des atomes. C'est ma faute quand j'ai fait les graphiques. Peu importe, je ne vais pas essayer. Voilà, c'est ma faute. Pardon? Mais une autre, hein. Mais je ferai attention. Et sinon, non, je modifierai encore plus. Je changerai les numéros sans rien vous dire sur chaque truc, pour voir un peu ce que ça donne, voir ceux qui réfléchissent et ceux qui ne réfléchissent pas. Ah oui, non, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites les deux types de calculs, en fait, vous ne pouvez pas les faire en même temps. Et donc, du coup, j'ai changé ma matrice, c'est ma faute. Donc ici, effectivement, j'ai renuméroté en mettant par rapport à l'oxygène. Donc, du coup, c'est vrai que le numéro 1, quand vous faites AIM, c'est l'oxygène qui possède une charge, qui possède la charge négative. Donc, juste au passage même, vous pouviez directement le voir parce que tout le reste, en fait, c'est pratiquement zéro. D'accord? Donc, si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, AIM vous donne toujours des liaisons CH qui ne sont pas polarisées. Donc vous devez avoir pour les carbones et les hydrogènes des choses qui sont autour de zéro. Et la seule différence, ça va être ces deux atomes que vous avez ici dans ces positions-là. Un qui va être le carbone qui porte l'aldéhyde. Et là, ça va être l'hydrogène qui est sur le carbone qui porte l'aldéhyde. Effectivement, j'ai changé les numérotations. D'accord? Et simplement le potentiel électrostatique est dans la même numérotation que celui que je vous ai donné ici. Et donc vous avez un petit problème ici avec ce carbone qui porte une charge négative. Mais ça, c'est une bonne idée. Bonne idée, ça, de mettre ça, de donner un truc et de dire donnez-moi la numérotation des atomes et pourquoi. Donc ça, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais en parler à Franck, ça va lui plaire. Ça, c'est le truc qui lui plaît. Donc la théorie de la fonctionnelle densité, peu importe, c'est pas très important. Donc attention, si juste au passage je vous dis une chose, si vous venez à regarder après les slides, là la numérotation c'est la même numérotation que dans le Mulliken du premier, puisque vous avez des choses qui sont très positives, ça peut pas être l'oxygène sur le. Bon, ça c'est en fonction de l'angle, donc je vais laisser tomber. Alors, si juste ça. Après, je vous l'ai dit, on va s'arrêter. Pas nécessaire de faire beaucoup plus d'exemples. L'influence de la charge quand je fais tourner le groupement carbonyle. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars d'un système où j'ai mon groupement carbonyle ici qui est l'opposé en fait de mon CH3. Et si je le fais tourner, je peux faire venir le groupement carbonyle au-dessus de la liaison CC entre le carbone CH2 et le carbone CH3. Qu'est-ce que je cherche à faire? D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que j'ai? Je suis comme ça. J'ai un CHOH, CH2, CH3. Au départ, mon OH, il est par exemple dans le plan, au loin, et je me débrouille pour tourner pour que mon O vienne au-dessus de la liaison CC. Mon but, c'est effectivement de le mettre suffisamment proche d'un hydrogène pour qu'éventuellement je puisse voir apparaître une liaison hydrogène. Du coup, je regarde ce qui se passe. Ici, mais il est derrière le C. Si vous avez l'impression qu'il en manque un, il est derrière dans l'orientation. Ici, mon oxygène, il y a l'autre. La liaison, en fait, elle ne se fait pas ici devant. Mon CH2, il est derrière. J'ai un CH2 qui est derrière. Donc, je me suis mis le long. Donc, j'ai un C et le CH2 qui est le long. D'accord? Donc, là, je suis en train de regarder, j'ai mes carbones qui sont alignés les uns avec les autres. C'est toujours la même. Hein. C'est le propylaldéhyde. C'est celui qu'on faisait juste avant. D'accord? Donc c'est le COH, CH2, CH3. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, dans mon approche, j'ai pris mon C et mon CH2, ils sont le long du même axe. D'accord? Donc ici, là, vous avez l'impression que c'est le CH2 qui est lié au O. Non. Le CH2, il est derrière. D'accord? Donc j'ai mon C et mon CH2. Alors, vous ne le voyez pas, il est juste derrière le truc. D'accord? Donc ça, c'est deux carbones, et j'ai un hydrogène qui est derrière, qui est celui du CH, et je vois les deux hydrogènes du CH2, du carbone, qui est juste derrière. Je suis d'accord, c'est pas très glorieux comme vue, mais c'est très difficile. Ce que je voulais vous montrer, c'était en particulier le changement d'orientation par rapport au groupement CH3. Donc vous avez CH2 qui est juste derrière, dans l'axe, comme j'ai mon oxygène qui est ici, sur le carbone qui est derrière, son H va pointer de l'autre côté. Et du coup, les deux H que vous voyez ne sont pas les H de ce carbone, mais ce sont les H du CH2 qui est derrière. Les 3, c'est le même que tout à l'heure, c'est le propylaldéhyde. CH3, CH2, CO. Mais je pense que le C qui a l'oxygène, il lui manque un hydrogène. Non, mais il est derrière. Ah, ok, c'est bon. Non, il est. C'est bon. Il est. Je le vois. Il est juste derrière, et donc on ne le voit pas là, mais il est derrière. Donc, pour faire rapide, qu'est-ce que vous remarquez? Donc là, la numérotation, c'est la même que tout à l'heure. Hein. L'oxygène, il est en position 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est le Mulliken. Ça, c'est AIM.
qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous remarquez que quelle que soit la position du O, je ne fais pas de liaison hydrogène. Pourquoi je ne fais pas de liaison hydrogène? Parce que quelle que soit la méthode, alors je ne dis pas, peu importe qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse, mais que vous fassiez de l'AIM, que vous fassiez du Mulliken, vous avez les charges qui sont exactement les mêmes, quelle que soit l'orientation. Ici, vous avez les angles qui sont donnés, un angle de 2 ou un angle de 127. Donc, quel que soit l'angle que vous allez avoir pour la position de votre carbonyle, vous allez avoir exactement les mêmes charges, qui vous dit que du coup, je ne fais pas de liaison hydrogène avec le CH3. D'accord? Est-ce que ça c'est normal de ne pas faire de liaison hydrogène avec le CH3? Oui, pourquoi? Ben, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Cette liaison est une liaison qui n'est pas polarisée. D'accord? Donc heureusement que vous ne faites pas une liaison hydrogène entre le CH3 et l'oxygène, ou entre le CH2 et l'oxygène que vous avez. Ok? Allez, va. On va s'arrêter là. Donc, pour ceux qui sont... Ils avaient d'autres exemples après, je vous engage à les regarder, puisque maintenant que j'ai changé d'idée pour ce que je vais vous mettre à l'examen, je vous engage à regarder ce qu'il y a après, où il y a d'autres types d'exemples, avec aussi des endroits où il n'y a pas les numéros. Et donc je pense que ça peut être relativement intéressant. Juste pour conclure, la conclusion de ce que je vous ai fait là, c'est simplement que vous soyez conscient de la chose suivante. Vous allez être amené dans votre projet, pour une grande majorité d'entre vous, à aller analyser des publis où il y a des calculs qui ont été réalisés. Le but du jeu, c'est pas de faire de vous des spécialistes, sauf les théoriciens. Mais ça, vous avez payé pour que vous deveniez des spécialistes, hein, comme nous. Hein. Mais que vous soyez capable d'avoir un regard critique sur le calcul qui a été réalisé. Donc pour avoir un regard critique, il faut commencer par se dire, mais est-ce que les paramètres, est-ce que les ingrédients que je rentre dans mon calcul sont corrects? D'accord? Et un des ingrédients que vous allez rentrer dans votre calcul, ceux qui feront de la dynamique moléculaire, ceux qui feront du docking, ceux qui feront de la mécamol, c'est la charge. Si votre charge, j'essaie de vous montrer là, sur 3 exemples, si la charge elle est mal calculée, ben votre calcul, il n'est pas bon. Et c'est pas parce que quelqu'un a publié le calcul que le calcul il est forcément bon. D'accord? C'est pas parce que c'est dans une publi que c'est juste. Il y a des fois, des publis, c'est pas complètement juste. Et donc le but, ben justement, ça va être que vous puissiez, à votre petit niveau, alors vous n'allez pas remettre tout en cause, hein, mais juste dire, ben, je pense que ce calcul-là, on aurait pu faire mieux, ou les conclusions sont peut-être à prendre avec des pincettes. D'accord? Donc ça va être... voilà. Et donc un des paramètres, mais ce n'est pas le seul, c'est les charges que vous avez à l'intérieur de votre système. Voilà. Allez.